Bonsoir à toutes et à tous, l'heure du journal, la grande édition de 20 heures. En voici tout de suite les titres. Direction Osaka au Japon où se tient l'Expo universelle 2025, rendez-vous économique et culturel auquel prend part la République démocratique du Congo aux côtés des 157 autres États. La RDC et ses atouts, quels profits et quelles perspectives pour les investissements. Nous irons à des milliers de kilomètres de Kinshasa pour en savoir un peu plus. Les enjeux technologiques et défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo dans un contexte de mutation géopolitique internationale, la RDC serait-elle cette pièce importante du puzzle dans la guerre entre puissance internationale, la deuxième édition du colloque international de l'école des guerres et ses cadres de réflexion sur ces sujets. On en parle également dans un instant dans ce journal. Et les programmes Pas une école sans banc se poursuit normalement. Le service national serait-il en train de réussir son pari finalement, celui de doter chaque établissement de l'enseignement supérieur et universitaire des bancs dignes de ce nom? Nous irons à l'université de Kinshasa pour assister à la remise des 700 nouveaux bancs pupitres. Des images à suivre également dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous. La ville portuaire d'Osaka au Japon accueille l'exposition internationale 2025. Osaka, réputée pour son excellente gastronomie et ses quartiers animés, est aujourd'hui les traits d'union entre États et près de 158 pays dont la RDC y participe dans le cadre d'un grand rendez-vous culturel et économique. Nos correspondants sur place, notamment Joseph Oscar Mbalkaïj, nous parlent de l'apport de la RDC à l'Expo 2025 au Japon. Suivez. Nous sommes à Osaka. Cette ville portuaire de la région du Kansai, au Japon, offre son hospitalité à l'exposition universelle 2025. Les délégations des 158 pays du monde, dont celle de la République démocratique du Congo, prennent part à ces grands rendez-vous d'échanges culturels et économiques placés sous les thèmes « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ». Plusieurs pays du monde ont érigé des stands dans cette cour de 155 hectares où sont attendus plus de 20 millions de visiteurs. Une véritable aubaine pour les participants qui attendent également tirer profit de cette organisation qui se tient désormais tous les 5 ans après celle de Dubaï aux Émirats arabes unis. Les couleurs du drapeau de la République démocratique du Congo sont visibles dans ces stands. La RDC, à travers l'ANAPI, Agence nationale de promotion des investissements, présente aux visiteurs ses sites touristiques, sa flore et sa faune, ses ressources naturelles et surtout ses minéraux critiques dont les cobaltes, les lithium, le nickel, les cuivres. La liste n'est pas exhaustive. Des minéraux utilisés dans la technologie de pointe. Cette japonaise s'est dite impressionnée après la visite. La RDC est un beau pays. J'ai découvert qu'il y a du diamant, de minerais. C'est un pays merveilleux que je compte visiter un jour. La délégation gouvernementale, conduite par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, entend mener plusieurs activités sur place. C'est notamment convaincre les milieux d'affaires nippons de venir investir en République démocratique du Congo. La RDC a beaucoup à offrir dans le cadre de tout ce qui regorge. Eh bien, le salut du monde est venu aussi s'offrir ici grâce à la RDC. Ouverte le 13 avril 2025, l'exposition universelle d'Osaka va se clôturer le 13 octobre de cette même année. Et l'engouement est total. Et sur place à Osaka au Japon, les sonorités congolaises feront certainement plutôt le bonheur du public sur place. Ce 27 juin, la culture congolaise sera à l'honneur, un peu de la rumba avec deux grandes figures. La première figure, c'est une figure musicale et le second, il est maître dans l'art, tous deux décédé. Il s'agit bien de Papa Wemba, c'est le premier. Les seconds, c'est le célèbre sculpteur Maître Liolo. Un immense héritage qui sera présenté à l'international. Nos reporters sur place, au moment venu, vont revenir sur cette activité qui va se tenir certainement le 27 de ces mois.
Une croissance inclusive passe par le développement d'une agriculture moderne. Avec ses 80 millions d'hectares de terres arables, la RDC compte visiblement moderniser ses infrastructures agricoles et un partenaire s'est prononcé. Il s'agit de la Chambre de commerce Italie-Afrique qui entrevoit l'installation des silos de stockage et une unité industrielle dans l'agriculture. La délégation de cette chambre a échangé avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Grégoire Mouchaïl Moutombe. C'est un commentaire signé Iverson Kaboba. Vers une agriculture beaucoup plus moderne, en RDC, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaïl Moutombo, a exploré de nouvelles pistes avec une délégation italienne conduite par le président de la Chambre du commerce Italie-Afrique, Alfredo Carmine Cestare, qui se propose d'installer des silos de stockage et une usine de traitement agricole en République démocratique du Congo. L'objectif ultime est de mettre fin à l'insécurité alimentaire à travers la production de semences et engrais. Plusieurs autres projets d'intérêt commun étaient au cœur des échanges, notamment dans le secteur de l'industrie, du commerce extérieur et autres. Et on vient de signer un contrat, un protocole d'accord très important. Dans ce protocole, il y a la prévision de faire des études, par exemple, pour remettre en production dans la filière du cacao, du café, du caoutchouc, et aussi dans la production de maïs et manioc. On a commencé déjà à individuer certaines zones. Maintenant, après la signature, on commence à travailler avec une installation. Nous avons déjà un bureau à Kinshasa. Le président de la Chambre de commerce de l'Italie s'est dit déterminé à faire du lobbying pour l'intégration de la RDC dans le plan Mattei de l'Italie afin de pouvoir bénéficier des financements de la Commission européenne à travers la Banque européenne d'investissement pour le projet de développement en Afrique. C'est une réforme pour plus d'efficacité et une mobilisation accrue des recettes fiscales. La réforme relative à la facture normalisée était au centre d'une séance à laquelle ont pris part les responsables de la Direction générale des impôts et certains partenaires techniques. Sylvie Mouembo et Ibrahim Chakou. Autour de la table, les responsables de la Direction générale des impôts, ceux du comité technique de pilotage et les partenaires techniques pour l'implémentation de la réforme sur la facture normalisée. Il a été passé en revue l'état d'avancement de la mise en œuvre, les arbitrages nécessaires, le calendrier de généralisation ainsi que les perspectives de cette réforme. Celle-ci vise à renforcer la transparence dans les opérations commerciales, à lutter contre la fraude fiscale et à accroître la mobilisation de recettes. Le partenaire CITAX a présenté le progrès enregistré jusque-là, à l'instar du déploiement de plateformes numériques et l'interconnexion en cours des dispositifs électroniques fiscaux, et ce, en partenariat avec les entreprises de téléphonie mobile. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba Likunde Diboutaï, a recommandé l'élaboration d'une stratégie de communication de proximité alignée sur les attentes et les réalités des populations et des opérateurs économiques avant de souligner la nécessité d'identifier les efforts de vulgarisation. Le partenaire et le comité technique devront travailler en synergie pour approfondir ces options en vue d'une meilleure efficacité. C'est le quotidien de Quinoa, Kinshasa et ses embouteillages. À première vue, le décor semble figé, donnant ainsi l'impression du déjà vu. Et ces bouchons, c'est presque tout le jour des bouchons à n'en plus finir. Et ce, malgré un investissement considérable pour fluidifier la circulation dans la capitale, une mégalopole de plus de 15 millions d'habitants, 350 000 $ américains, près de 950 policiers déployés. Mais la situation ne semble pas s'améliorer sur le terrain et un plan de 30 jours a été mis en place avec évaluation après 10 jours. La conclusion est que l'on doit assurer les suivis de toutes ces mesures. Nos reporters seront de nouveau sur le terrain pour faire les constats. Et dans un autre chapitre, le renforcement de la coopération humanitaire, le secrétaire général de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est en mission à Kinshasa. Il a été reçu par le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, à Nimbalaka, sur les images de Patrick Badibanga.
Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, s'est entretenu le mercredi 25 juin 2025 avec le secrétaire général du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Jagan Chapaguen, en mission officielle à Kinshasa. Une rencontre axée sur les enjeux humanitaires et le renforcement de la coopération entre la RDC et cette organisation humanitaire internationale. À la tête d'une forte délégation, Jagan Chapaguen a exprimé deux préoccupations majeures. D'une part, la protection et la reconnaissance officielle de l'emblème de la Croix-Rouge pour assurer la sécurité des volontaires dans les zones en conflit, notamment à l'est du pays. Et d'autre part, un plaidoyer pour un appui financier et technique accru du gouvernement congolais à cette organisation. Très attentif à ces deux demandes, le président Vital Kamerhe, lui-même originaire de la région en proie à l'insécurité, a salué le courage et le dévouement des humanitaires congolais. Il a rassuré son invité de marque quant à l'engagement de l'Assemblée nationale à faire avancer la proposition de loi sur la Croix-Rouge, annoncée comme l'une des priorités législatives de la session de septembre prochain. Une loi qui va ouvrir la porte à l'augmentation de l'appui du gouvernement et à la protection de l'emblème sur toute l'étendue du territoire. Après cet entretien, Jagan Chapaguen a invité le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, à l'accompagner pour rejoindre des centaines de volontaires de la Croix-Rouge qui étaient réunis dans la salle des spectacles du Palais du Peuple pour une manifestation de soutien. Le président Vital Kamerhe en a profité pour encourager ces acteurs de première ligne, véritables piliers de la résilience communautaire. Bénéficier de la protection de son emblème pour que la proposition de loi qui est en chantier, qui a déjà franchi le seuil de la direction des études après la signature du protocole additionnel entre le gouvernement et la Croix-Rouge, à la rentrée parlementaire, nous ferons en sorte que cette loi-là soit votée et promulguée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Il convient de noter qu'il s'agit de la première visite officielle de Jagan Chapaguen en République démocratique du Congo. À Kinshasa, il a visité plusieurs structures de la Croix-Rouge, notamment la polyclinique, les auditoires, les salles de pratique de sages-femmes et l'atelier de couture. La journée s'est clôturée par une simulation d'intervention humanitaire au Palais du Peuple en présence de plusieurs personnalités, dont le président national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du Congo voisin. Et la deuxième édition du colloque international de l'école de guerre a ouvert ses portes ce mercredi 25 juin. Experts et étudiants de cette école réfléchissent sur les enjeux technologiques et de défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo dans un contexte de mutation géopolitique. Des travaux lancés par ailleurs par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Guy Kabombo Modianvita, Sandra Nyangui et Jiresto Funge. Placé sous le thème « Enjeux technologiques et défense de l'intégrité territoriale de la RDC dans un contexte de mutation géopolitique internationale », la deuxième édition du colloque international de l'école de guerre de Kinshasa s'attelle sur la prévention de l'intégrité territoriale de la RDC. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Modianvita, qui a ouvert ses assises, a souligné la profondeur stratégique du thème exploité au moment où la République démocratique du Congo, riche de ses ressources et de sa position géostratégique, fait face à des défis très complexes. Ce colloque est donc une plateforme essentielle. Il permettra de croiser les expertises militaires, scientifiques, académiques et diplomatiques afin de proposer des pistes concrètes pour une défense moderne, agile et anticipative. Les différents axes de l'innovation technologique dans l'industrie de la défense sont inscrits au programme de ces 2 jours des travaux, a souligné le directeur général de cette école de guerre, le général-major Mouland Nawej. Après l'école des guerres, le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants a échangé avec le caucus de députés du Grand Équateur dans la suite de sa récente itinérance dans la 13e région militaire. Sur la table, une évaluation des réalités rencontrées sur terrain en vue de pousser les réflexions sur des solutions idoines. Le VPM nous a promis qu'il va s'impliquer pour doter ces provinces, et surtout ceux qui sont le long du fleuve ainsi que la rivière Ubangi, de nouvelles unités. Pour le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, l'itinérance lui permet un contact direct avec les réalités du terrain.
Ils ont attendu près de 2 mois pour obtenir leur passeport, ces précieux sésames. Et maintenant, c'est chose faite. Certains requérants ont reçu leur passeport sécurisé. Les nouveaux un peu plus. Depuis le mardi 24 juin 2025, à Kinshasa, l'opération de capture des données biométriques des citoyens ayant introduit une demande de passeport avant la mise en œuvre de la nouvelle réforme. Cette étape marque une avancée significative dans le traitement des dossiers antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau passeport biométrique officiellement lancé début juin. Lors de sa communication du 5 juin 2025, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba-Wagner, avait tenu à rassurer tous les requérants concernés en leur garantissant que les demandes seraient traitées avec diligence par les services compétents du ministère. Aucun requérant ne sera laissé pour compte. En initiant cette série de captures, le ministère affirme sa volonté de respecter les engagements pris et d'assurer la continuité du service public. Le dispositif mis en place dans les centres de capture permettra de répondre efficacement à la demande et d'éviter toute interruption dans le processus de délivrance. Les citoyens concernés sont invités à suivre les convocations envoyées par les services compétents et à se présenter munis de leurs pièces justificatives. Le ministère des Affaires étrangères insiste sur la nécessité de respecter le rendez-vous fixé afin de garantir une prise en charge fluide et ordonnée. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la réforme globale de modernisation et de digitalisation telle qu'est prévue dans le programme d'action du gouvernement 2024-2028 sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il assume désormais l'intérim au ministère de la Justice. Le vice-ministre Samuel Mbemba a échangé avec les syndicats des magistrats. Objectif, créer un climat de confiance et rétablir la collaboration avec les magistrats. C'est un commentaire signé Chimène Dondo. La rencontre entre les syndicats de magistrats et le nouveau ministre de la Justice garde-sceaux marque un pas important vers une réforme concentrée et apaisée du système judiciaire. Cette première prise de contact témoigne de la volonté de nouveau ministre à instaurer un dialogue franc avec le corps professionnel du secteur judiciaire dans un contexte marqué par de revendications persistantes sur les conditions de travail, la rémunération et l'indépendance de la magistrature. Pour les syndicats, cette rencontre représente une opportunité de rappeler les préoccupations majeures de magistrats, notamment le respect de leur statut, la sécurisation de leur carrière, ainsi que la nécessité d'un financement adéquat de la justice. Il était question pour lui de prendre contact avec les acteurs de la justice. Il était avec le membre du bureau du CSM où le cadre de concertation a été réactivé. Et les échanges avec lui ont tourné autour de la mise en place d'un cadre de concertation également avec les syndicats de magistrats, les représentants des magistrats, et envisager avec lui une franche collaboration dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En retour, le ministre a exprimé son ouverture et sa disponibilité à travailler en collaboration avec les acteurs clés pour restaurer la confiance entre les institutions judiciaires et les citoyens. Il est à espérer que ces dialogues ne restent pas un symbole, mais débouchent sur des actions concrètes pour moderniser la justice, renforcer son efficacité et garantir son indépendance, socle fondamental de l'état de droit. 2000 bons pour l'université de Kinshasa. L'objectif s'y rapproche de plus en plus. Le service national poursuit avec sa campagne qui vise à doter les établissements d'enseignement supérieur et universitaire, y compris certaines écoles, des bons pupitres. D'autres détails dans ces commentaires. Il y a eu un premier lot. Voici un deuxième. Et l'on prévoit déjà un troisième. Le service national vient de remettre 700 bons pupitres à l'université de Kinshasa. Un pas de plus pour atteindre l'objectif ultime, 2000 bancs, et répondre finalement aux besoins exprimés, mettant ainsi en contribution l'expertise des bâtisseurs autrefois bandits des grands chemins. De quoi remercier le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui a fait du service national un maillot essentiel dans la mise en œuvre des projets de développement. Ces bancs que nous recevons avec satisfaction viennent contribuer à l'amélioration des conditions d'études de nos étudiants. À côté des hommes déjà pépants, réhabilités sous la houlette
de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ces bancs viennent embellir un peu plus nos auditoires au bénéfice des étudiants. Au-delà de ces ateliers des menuiseries, le service national innove. À en croire son commandant, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, il accueille des stagiaires des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous avons besoin que tout le monde mette la main à la pâte, parce que la mission du service national, c'est d'encadrer la jeunesse pour la reconstruction et le développement du pays. On a besoin de l'apport de tous les Congolais, surtout des jeunes cadres de toute l'intelligence nationale congolaise pour contribuer au redressement du pays. Bien plus qu'un outil de réinsertion sociale, le service national est aujourd'hui un véritable outil de développement dans plusieurs domaines. Les gestes visent à désenclaver certains quartiers de la commune de Kimbantseke. Nous sommes ici à Kinshasa. Il s'agit d'un pont qui va plutôt relier les quartiers Kakunji et 17 mai. Geste qui porte la signature de l'élu de Tchangou, Mariquette Moutinga. C'est un reportage signé Chatiki Oueme, rendu ici par Odepanda. Long de 12 mètres et 6 mètres de largeur, avec une capacité de supporter 30 tonnes, le pont Moutinga Kiet-Marie, construit avec l'appui financier propre de la députée nationale élue de la Tchangou, Marie-Kiet Moutinga, pour relier deux quartiers, Kakunji et 17 mètres dans la commune de Kimbantseke-Est, aura atteint 75% d'exécution des travaux d'ici la fin du mois de juillet prochain. Ce sont des assurances livrées par l'ingénieur Pablo Kunchuka, maître d'œuvre, lors de la visite effectuée sur les lieux de travaux par l'honorable Mariquette Moutinga, l'étape de la ferraille et coffrage terminé, on attend que la pose du béton, a-t-il souligné. Blanchard Kimbansa, notable de Kimbantseke, a profité de l'occasion pour saluer cette initiative de construire un pont à cet endroit pour faciliter les mouvements de la population de ce coin de la capitale lors de la traversée. Il a remercié avec satisfaction l'honorable Kiet Moutinga pour ce geste social de développement de cette entité municipale, mais surtout pour ses interventions au désidérata de ses compatriotes. À la population, Blanchard Kimbansa a adressé l'exhortation des prises de conscience pour la protection de cet ouvrage d'intérêt commun après que tous les travaux seront complètement achevés. Nous devons protéger cet ouvrage. À l'honorable Marie-Kiet Moutinga, la grande notable de Kimbantseke, nous, la population, nous sommes fiers de l'honorable. C'est vraiment important, puisqu'elle a relié les deux quartiers. Sans relâche, la députée nationale Moutinga Kiet-Marie a promis de plaider en sollicitant également la réhabilitation des avenues Tembo et Moussamba dans la commune de Kimbantseke en vue de faciliter la mobilité de la population. Mission accomplie, les chefs coutumiers de l'espace Grand Kasaï ont mené une mission de bons offices dans 3 regroupements du territoire des Katanga. Ils ont été reçus par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. D'autres précisions dans ses commentaires d'Alain Bikaï. À Kinshasa, pour faire les rapports de la mission les confiée par le président de la République concernant les vieux conflits ethniques entre Bena Kapuya, Bena Mouibia et Bena Chimba dans les territoires de Katanga, au Kasaï oriental, qui a déjà fait plusieurs victimes. Les chefs coutumiers de l'espace Grand Kasaï ont débuté les contacts à Kinshasa avec le président intérimaire de l'IDPS, honorable Augustin Kabouya. Il sollicite auprès du chef d'état-major politique de Félix Antoine Tshisekedi la facilitation d'une rencontre avec les chefs de l'État pour lui présenter les conclusions de leur mission de bons offices auprès de ces 3 regroupements frères en conflit. À cet effet, ces autorités coutumières ont réitéré leur soutien aux efforts du garant de la nation pour la paix dans la partie orientale du pays et pour renforcer la cohésion nationale. À son tour, le président intérimaire de l'UDPS et notable Kassaïen a salué l'engagement de ses hôtes dans la médiation de ses frères ennemis du territoire de Katanga avant de leur prêcher l'amour, l'unité et la cohabitation pacifique. Pour lui, le temps de faire la paix a sonné pour permettre l'exploitation des potentialités dont regorge ces territoires pour les grands bonheurs de sa population. Je vous ai entendu. Je dois faire mon rapport au chef de l'État concernant la mission qu'il vous avait confiée le 28 décembre 2024 en Bujimaï. Rappelons que ces conflits datent de plus de 4 décennies entre ces peuples frères et les problèmes fonciers seraient à la base de ces conflits meurtriers.
Et c'est la fin de ce journal, 20h sur la RTNC, 23h Robert Ndaye, 7h demain Erudis Kitutu. L'actualité continue sur nos plateformes, notamment YouTube, Facebook et rtnc.cd. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve demain à 20h avec la même énergie. Bonsoir chez vous. Un accès à des titres simplifiés au niveau rural pour les aider à sécuriser leurs terres. On a la garantie locative, la population a eu. Nous avions entre 60 et 80% de mauvais médicaments. Dans le secteur du tourisme, c'est le seul secteur où Mbongo est directement dans la poche des Congolais. Carburant d'Engekita. Tant que Kitari bato bandimaki te, balobaki ye obunga ebungi pété. Vous savez que le PAC, de manière générale, nous demande en fait de donner accès à une éducation de qualité. L'insalubrité, par exemple, peut être une cause d'insécurité, l'obscurité, même les embouteillages. Gouvernement souminois, l'an 1, le bilan à suivre sur votre chaîne. RTNC. 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 Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mercredi 25 juin 2025. Goma et Bukavu, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme accuse le 123 RDF de violences d'une ampleur effroyable sur les civils et enfants, rapporte le phare. Rendant public le rapport de l'enquête menée par son organisation sur les violations des droits de l'homme par le 123 RDF depuis leur invasion des villes de Goma et Bukavu en janvier et février 2025, le Haut Commissaire Volker Turk n'a pas mis de gants pour dénoncer la barbarie humaine, mieux la cruauté avec laquelle les éléments du mouvement terroriste du 123, opérant sous le commandement de l'armée régulière rwandaise, commet des exactions sur les populations civiles, notamment les femmes et enfants, ainsi que des malades dans des hôpitaux dans les villes de Goma et Bukavu. Situation sécuritaire tendue à Walungu, Wazalindo et AFC 123 s'affrontent à Bourhalé, note le quotidien. Il était 8h40 le lundi 23 juin 2025 lorsque de violents affrontements ont éclaté à Bourhalé dans le territoire de Walungu, province du Sud Kivu. Des combats acharnés opposent les éléments du groupe armé Wazalindo aux troupes de l'ARC AFC 123, les détonations d'armes lourdes et légères ont plongé la zone dans une situation chaotique, créant une véritable psychose au sein de la population. Nord Kivu, alerte sur le monnayage des visites à la prison centrale de Butembo, révèle la tempête des tropiques. Dans son rapport de monitoring couvrant la période du 1er mai au 15 juin 2025, la coordination urbaine de la société civile Force Vive de Butembo a fait savoir que les familles et proches des détenus sont contraints de payer des frais avant toute visite auprès des agents de sécurité affectés à la prison urbaine. Elle indique que le montant varie entre 1 000 et 3 000 francs congolais. À 3 jours de la signature de l'accord de paix par la RDC et le Rwanda, difficile de compter sur la bonne foi de Kagame, affirme le journal. Beaucoup sont ceux qui se posent la question de savoir s'il faut réellement compter sur la bonne foi de Paul Kagame. Ceux qui nourrissent un certain scepticisme à ce sujet se basent sur le fait que Paul Kagame n'est pas connu pour quelqu'un qui respecte ses engagements en faveur d'une paix durable avec son voisin, la République démocratique du Congo, estimant que l'application d'un tel accord lui retirerait le beefsteak de la bouche.
promouvoir les arts et métiers en République démocratique du Congo, sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, avec l'appui du ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, ainsi que celui de la culture, des arts et du patrimoine, l'École des métiers d'art de Kinshasa vous convie à la 5e édition du forum consacré au thème « Le luxe congolais, le savoir-faire traditionnel et le geste précieux au service d'un avenir créatif et durable ». Rendez-vous le jeudi 26 juin 2025 au Salon Congo du Pullman Grand Hôtel de Kinshasa. Au programme, le matin, 3 tables rondes stratégiques, l'après-midi, 3 masterclass et une exposition d'œuvres d'exception. En soirée, un dîner d'exception et une cérémonie de remise de prix. Pour participer au programme de la journée, inscrivez-vous sur www.écoledesmétiers-d'art.com. Bienvenue à toutes et à tous. Accès à la soirée uniquement sur invitation. Depuis 3 décennies, la République démocratique du Congo endure l'une des tragédies les plus silencieuses du XXIe siècle. Elle est le théâtre des l'un des génocides les plus tragiques que cette humanité ait connus, avec plus de 10 millions de morts pendant plus de 30 ans d'agression. En cette année du 65e anniversaire de notre indépendance, la jeunesse se lève. Elle questionne, elle dénonce, elle propose. La représentation des étudiants du Congo, REC, et Urgence panafricaniste organisent le Congrès panafricain des jeunes pour un éveil patriotique, un événement qui donne la parole à cette jeunesse debout. 3 jours d'échange, de questionnement et de sensibilisation. Du 30 juin au 2 juillet 2025, de 9h à 15h, au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale sur les thématiques suivantes. Autopsie de 30 ans d'agression rwandaise. Panafricanisme, père fondateur, état des lieux et perspectives. L'Afrique divisée, appel au sursaut panafricain. Avec des figures emblématiques du panafricanisme, des panels riches en contenu, des voix venues d'Afrique et de la diaspora pour se souvenir, pour comprendre, pour agir. L'histoire nous juge.